Oui, alors bonjour tout le monde, bonsoir ou bon après-midi, tout dépendamment de l'heure où vous nous écoutez en podcast différé. Alors au Badger et au corbeau à la marmotte ou en tout cas au corbeau et au blaireau. Alors nous allons parler aujourd'hui de culture financière, d'économie familiale, pas de l'éthique et culture, non, de portrait financier. Qu'est-ce qu'on entend par là? Par culture économique, culture financière. Et aussi par un volet un peu plus social, donc avec les familles. Est-ce qu'on a encore du sens avec les familles aujourd'hui? Alors, comment ça va, le blaireau? Écoute, mon cher Corbeau, moi, ça va A1, number one. J'en suis à ma deuxième nuit de travail cette fin de semaine. J'ai mon petit café dans les mains parce que sinon, ça ne fonctionnerait pas. Je suis très fébrile, je suis très énervée aujourd'hui de parler d'un sujet économique et je vais te dire pourquoi. Parce que je suis une attardée financière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je n'ai aucune capacité à gérer mes finances, donc je suis vraiment stupide au niveau de l'économie, même si ça m'intéresse, ça me fascine. Collectivement, je trouve qu'on l'a pas avec l'économie, on l'a pas avec les finances, donc macroéconomie tant que macroéconomie tant que microéconomie. Je trouve vraiment qu'on se donne pas la chance de s'y intéresser et justement c'est ce dont on va traiter dans notre premier volet qui est plutôt économique. On va parler justement de l'endettement, des connaissances au niveau des finances, donc des connaissances moyennes individuelles au niveau des finances, les impôts, la fiscalité, les marges de crédit, etc., etc. Et notre lien à l'argent finalement là, en société, est-ce qu'il est aussi fort qu'on peut le croire? Est-ce qu'on se ment pas en disant qu'on peut être heureux sans argent? Donc toutes ces questions-là, on va les traiter aujourd'hui. Toi, est-ce que ça va bien, mon cher? Oui, ça va très bien. J'ai 3 cafés et un os, ou pas un os, mais en tout cas, une boisson énergisante dans le corps, mais quand même, la psyché va bien. Écoute, économie, qu'est-ce que ça veut dire en grec? Aikonomos, ça veut dire finalement les affaires de la famille. Mais même étant étudiant seul, en couple ou non, on est une famille quand même. Ça a l'air con, ça a l'air quétaine, tout ça, mais non. C'est qu'au point de vue de la gestion des affaires financières, qui connaît leur ratio d'endettement? Qui connaît leur marge de crédit? Qui connaît leur pourcentage de frais? Moi, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu trop tard. Mais je me suis remonté d'une cote de crédit. Bon, j'ai fait affaire avec Equifax, j'ai remboursé, j'ai payé mes frais, tout ça. J'ai fait un bon petit garçon de moi-même. Puis finalement, ça va bien. Ça va bien financièrement. Je veux dire, un petit job, OK, à temps partiel, avec les cours et tout ça. Mais voilà, je suis en rémission financière. Mais pourquoi les blogueurs, les polémistes, les gens des internets connaissent tant la politique, connaissent tant les internets, alors que l'information pour se sécuriser financièrement est aussi accessible? La culture, donc, la culture financière des gens du Québec, et peut-être de l'Occident aussi, j'ai l'impression qu'on est plus dépensier qu'on l'espérait. Il y a des gens qui ont seulement un compte dans une banque, etc. Ils font pas le magasinage des institutions financières, les hypothèques et tout ça. Donc ça va être la culture aussi en présence. On connaît bien des choses, mais on connaît moins notre aspect financier personnel. Voyons donc! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous payez du 19% sur votre carte de crédit? 12%? C'est quoi votre... Hein? Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi, par rapport à ça, quand même? Ben, c'est bien sûr une histoire de culture, sans enlever la responsabilité personnelle à l'individu qui va aller rechercher une forme de financement quelconque. On parle d'endettement ou d'achat là, à paiement par mois. Mettons qu'on parle de Tanguay, là, des meubles qu'on achète neufs. Et ils payent les taxes, puis là, on paye par mois. On a, sans déresponsabiliser l'individu, on a beaucoup d'influence. On a beaucoup d'incitation à la dépense et à l'endettement. On nous vend du rêve, bien sûr. C'est toujours, tu peux avoir du neuf pour seulement un petit paiement par mois. Donc, c'est de se rendre dépendant financièrement d'un mode de paiement. Et c'est d'avoir la qualité tout de suite et non d'accumuler. Parce que si je compare à nos parents,
Là, ce ne sont pas des généralités que je fais, ok, ce sont des tendances observées. Nos parents étaient autosuffisants financièrement assez jeunes. On parle des baby boomers là, et des gens qui sont 40 ans en montant. Et nous, la vingtaine, 25, mettons, puis les adolescents qui deviennent des adultes prochainement, on est encore dépendant financièrement, peut-être pas nécessairement de nos parents, mais de l'État. On est endetté énormément, que ce soit au niveau des études, au niveau des emprunts, au niveau justement des paiements par mois. On est dépendant financièrement. Donc, l'État, bien sûr, a une part à jouer là-dedans. Là, je veux dire, on se fait influencer, mais sans déresponsabiliser l'individu, bien sûr, qui peut de lui-même aller rechercher des informations. Mais ça rentre bien sûr dans l'optique du ici, maintenant, tout de suite. J'en veux toujours plus. Je veux toujours plus immédiatement. Donc, ça fait partie de notre culture moderne de surconsommation, de capitalisme, sans cracher sur le capitalisme, parce que je suis pas une personne qui va aller contre le capitalisme, contrairement à certains étudiants là, qui sont ébouillants. C'est le capitalisme, c'est le diable en personne. Moi, je suis pas de cet avis-là, mais bien évidemment, je trouve que quand même le capitalisme engendre un état de surconsommation, une débandade financière assez évidente. Donc, on consomme les produits, on consomme notre argent, on le consomme, on le brûle. Mais bien sûr, il y a moyen de s'informer, il y a moyen d'être plus prudent, mais ça va avec la culture et la personnalité générationnelle aussi qu'on dégage. Donc, oui. Mais l'endettement, ça m'intrigue et ça me fascine à quel point c'est rendu une affaire de tous les jours maintenant. Ben effectivement, alors avec l'éclatement du sens, j'entends par là finalement, on n'est plus dans une petite boîte, un petit moule de la société catholique où ce que le petit gars devait se marier avec une petite femme puis devait fonder une famille. Mais essentiellement le rêve américain, American Dream, c'était gros char, grosse maison, grosse affaire. Donc pousser l'individu à consommer. Il y a la culture dominante, puis il y a la culture individuelle aussi. Si on parle de capitalisme, comme tu l'as bien dit, on ne crachera pas là-dessus. Moi, j'aime bien le capitalisme personnellement. Je trouve que c'est libre comme société, beaucoup plus que sur le communisme, mais bon, on en reparlera. Le capitalisme, finalement, s'articule autour d'une histoire des industries, des commerces, mais aussi des individus. Hein? Ah ben, c'est donc, c'est les masses qui décident ou ben c'est l'individu? Ben la culture du consommateur est très importante. Écoute, c'est pas juste les grandes banques qui ont fait faillite dans les années 20, c'est aussi les individus qui achetaient énormément. La crise des années folles, c'est ça. On dépense. Mais tu sais, connais-toi toi-même. Hein? On se connaît-tu réellement? Je veux dire, où sont nos limites? Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est sûr que les commerces, le marketing fait en sorte qu'on soit consomme. Mais on n'est pas taré non plus. On n'est pas à ce point aliéné. Moi, je crois à l'intelligence humaine. Je crois à l'intelligence des citoyens. Puis il y a sûrement moyen. Regarde, qu'est-ce que j'ai de besoin finalement? J'ai-tu besoin de ce cossin-là acheté sur Amazon pour 13,99 avec PayPal? Non, j'ai pas besoin de ça. Mais quelqu'un d'impulsif va avoir tendance à dépenser outre mesure. Et c'est là que, regarde le compte de dépenses. On voit souvent des statuts de jeunes, des jeunes qui disent, ah mon Dieu, quand je viens de recevoir ma paye et 2 jours après, tu vois quelqu'un qui mange un homard, puis la deuxième image, c'est quelqu'un qui mange des cubes de glace. Mais c'est assez représentatif d'une génération, ça. Ah, cette merveilleuse culture de l'étudiant qui dit qu'il est paumé, mais qui est tatoué de la tête aux pieds. Je ne me sers surtout pas de mon expérience personnelle ici, mais en fait, l'étudiant qui dit qu'il est paumé, mais qui sort au shaker à l'atelier à tous les soirs et qui commande des drinks à 9$, qui prend un taxi, puis qui revient, puis qui dit qu'il n'a plus d'argent pour ses livres, on prend des décisions des fois qui sont incompréhensibles. Mais j'aimerais revenir sur la notion de besoin que tu as énoncé tout à l'heure, et les besoins, bien qu'individuels et relevant de la motivation personnelle, sont quand même influencés par les besoins collectifs. Je m'explique. Si moi, je suis quelqu'un qui veut vivre de façon simple et qui ne veut pas me soucier de grosses dépenses, c'est un peu impossible et peu réalisable dans la société moderne. C'est-à-dire que si je veux être un travailleur qui vit simplement, mais pas de cellulaire, c'est un petit peu dur de travailler. Pas de cellulaire pour se faire joindre, pas d'ordinateur pour telle et telle raison, pas de véhicule si je vis en région. Donc, on a des besoins quand même
de dépenser dans certaines choses qui sont toujours de plus en plus chères, même si on décide de vivre simplement. On dirait que la réalité nous rattrape, capitalisme, entre autres, et justement, mais il y a toujours moyen d'être rationnel dans ce qu'on fait. Par contre, parfois la société encourage l'irrationalité, bien sûr. Mais finalement, on se dresse souvent des choses qu'on n'a pas besoin, on se crée des besoins aussi. Une personne impulsive, un étudiant qui, pendant une fin de session, est épouvantablement procrastinateur, puis il va écouter des séries sur Netflix, et je me sers certainement pas de mon expérience personnelle, ben non. Hein? On le dira pas, c'est un secret. Un individu frontal, comme dirait un autre de mes amis que je ne citerai pas parce que je n'ai pas son autorisation. Moi, je suis un individu frontal et très impulsif. Mais bon, je m'arrange pour avoir un budget, j'ai un planificateur financier, je magasine mes institutions, pas économiques, c'est quoi le rapport? Ah oui, je m'en vais magasiner l'IADM. Non, je magasine, c'est quoi le meilleur taux hypothécaire, donc je suis propriétaire aussi, donc ce qui me pousse à faire des achats, puis aussi de regarder le monde dans lequel on vit. Voyons, un individu qui est moyennement intelligent va regarder le marché avant d'acheter. Hein? On achète un char, on va dire, ah, moi je vais prendre Nissan. Non, on va regarder chez leurs compétiteurs, c'est quoi on se fait une grille d'analyse. Tout le monde peut faire ça, mais tout le monde ne le fait pas. Et je le faisais pas avant. Je le rappelle, cette émission diffusée en différé, c'est la meilleure émission pour faire son lavage en même temps, laver sa vaisselle puis laver son plancher. C'est essentiellement une discussion entre deux personnes de nuit. C'est extraordinaire, on a du fun, puis que ça soit sérieux ou pas, on a toujours une petite pointe de fatigue qui englobe tout ça. Alors, je rappelle à mes auditeurs de finir leur lavage ou de finalement finir leur Subway. Pas du tout de placement de produits ici. Hein. Tu sais, on parle, hein, on jase comme ça. Mon ami Wei Song, que je dirais pas son nom parce que c'est un surnom. Avec lui, je partage beaucoup de discussions, notamment avec l'économie, parce que il travaille un peu là-dedans, il étudie un peu là-dedans, c'est-à-dire. Puis il y a le coût d'opportunité. Hein. C'est quoi un acheteur rationnel? C'est quoi un achat intelligent? C'est lui de me critiquer que, justement, j'achète un iPhone 6 avec une très mauvaise affaire. C'est juste que je suis taré, volet informatique, puis je trouve que c'est la meilleure des choses pour un taré en informatique d'acheter quelque chose de Apple, mais c'est beau, puis finalement me rendre compte que oui, il a raison, j'aurais dû prendre un Samsung pour moins cher, finalement. Mais bon, hein, on se permet des petites choses, et même si je suis pas si endetté, j'utilise le taxi aussi. Surtout quand on travaille de nuit et qu'on attend 2 heures l'autobus, j'ai-tu le goût de mourir devant la station d'autobus? Non. Je prends un petit 13$ de ma poche et je m'en vais chez nous. Ah, tu vois, moi, je pensais que j'étais pas si pire. Ça démontre très bien à quel point on a des besoins différents. Moi, le taxi, là, 0 une barre. Moi, là, j'attends l'autobus, puis j'apprends l'autobus. Quand même, ça me prend 1h30, 2 heures. J'ai pas de voiture, j'ai pas de véhicule. Et, oui, je prends l'autobus. Tu vois, je suis pas difficile là-dessus. Par contre, je dépense dans des maudites niaiseries. Là. Moi, ça peut me coûter 50$ au Dollarama. Ou bien, justement, le tatouage, là, c'est un plaidoyer que je fais à chaque fois que j'annonce à mon chum que je vais me faire tatouer. Parce qu'il ne comprend pas diantre pourquoi je paye autant sur une niaiserie comme ça. Fait que tu vois, les besoins sont différents chez chaque individu. Puis, effectivement, notre émission s'écoute dans le bain, sous la douche, en faisant la vaisselle, que d'options. Tu peux même mettre ça avant de te coucher dans tes écouteurs. Écoute, c'est apaisant, c'est cocasse, c'est avec ton humour incroyable, c'est très complet comme émission. Fait que je veux t'amener dans une autre direction qui est tout de même relative, en relation, oui, c'est ça, en relation avec la culture économique. On est parti un petit peu, on a dérivé du sujet, mais je nous ramène en bonne badger. J'aimerais ça que tu me parles du lien à l'argent et au succès économique. C'est-à-dire que on a toujours eu la vision un petit peu de l'American Dream qui est pour avoir du succès dans la vie, il faut que tu fasses de l'argent. Est-ce que tu crois qu'avec la venue d'une nouvelle utopie qui est reliée à tout sauf l'argent, donc non, l'argent ça fait pas le bonheur. On a beaucoup de militants justement qui disent que l'argent c'est de l'ostinement, puis on fera pas notre bonheur avec ça. Est-ce que tu penses que c'est une fausse croyance que d'essayer de se faire croire que sans argent on peut être heureux, ou il y a réellement moyen d'être heureux pauvre?
Ben, on le voit notamment avec des, tu sais, des petites choses de la vie, tu sais, avec le, comme j'ai dit, l'explosion du sens, les petites choses, c'est plus l'achat d'un char, c'est de mettre ses mains dans la terre le matin, en puisant l'énergie de la terre, mère. Moi, j'aime ça l'horticulture, regarde, bon, c'est ça qui est ça, hein. Mais on revoit des jeunes hippies, ou pas hippies, qui font des voyages en Alberta, sur le pouce ou en Volkswagen Blues emprunté par un ami, puis on part une scène, puis il se rend quand même à destination pour des raisons spirituelles ou encore une mode, parce que c'est toujours une mode d'aller en Colombie-Britannique, mais c'est extraordinaire, je veux dire, les paysages, les gens, c'est merveilleux, le sentiment communautaire est très fort, puis avec aucune scène, quand même. Donc, est-ce qu'on peut être heureux sans argent, comme les gens vont discuter d'argent, mais ils vont discuter sous forme de projet. Alors moi, je m'en vais en Bolivie cette année, ou moi je m'en vais en Italie. C'est une discussion de l'argent maquillé. Les gens exposent fièrement leur réalisation. Regardez comment je me repose. Ah, moi je peux pas, il faut que je travaille, puis tout ça, j'ai des enfants. T'sais. On voit, il y a comme une forme de, pas de clash, là, mais de... Hein? Vous voyez un peu, je m'en viens, là. Mon Dieu. Oh, la culture du voyage. Hey, ça, on pourrait en parler aussi, là. C'est... T'as Banff, t'as les pays asiatiques aussi, là, la Thaïlande, populaire à mort. T'as Wildwood, non, Whistler, en tout cas. Hey, écoute, il y a tellement de... J'aurais jamais cru quand j'étais jeune que les voyages comme ça deviendrait quelque chose de à mode. Je pensais jamais que ça pognerait puis que ça virait en mode. Puis on dirait que c'est toujours un petit peu le même type d'individu, hein, qui va faire des voyages pour se ressourcer à 19 ans, tu sais, t'as 19 ans, tabarnak, tu te ressources de quoi, là, tu sais. Fait que, non, moi, je suis traditionnelle à ce niveau-là, là, les voyages, je sens que je vais en faire dans ma vie, mais pas à l'âge que j'ai là. C'est peut-être dû au fait que je suis pas capable de me ramasser plus que 200$ du coup, mais je ressens pas le besoin de m'évader à l'âge que j'ai. Je suis ma trajectoire normale, je serai écœurée à 40 ans de ma vie, puis j'aurai besoin de découvrir. Mais non, moi j'ai besoin de forger ma vie de façon traditionnelle, vois-tu. Puis, pour répondre à ma propre question, moi je pense vraiment oui, le bonheur monétaire, comment je peux dire ça? Oui, c'est un rêve à réaliser pour la plupart. Est-ce qu'il y a moyen d'être heureux pauvre? Oui, absolument, mais c'est difficile. Ça prend un mindset particulier pour être heureux pauvre. Donc, ouais, puis je pense pas que je l'ai ce mindset-là. Je veux pas nécessairement vivre riche, mais je veux vivre avec une famille, je veux vivre avec une maison, donc je veux me développer un ménage, une cellule familiale. Puis pour ça, ben ça prend du cash. Puis il y a un phénomène particulier aussi que j'ai observé, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux entrepreneurs. On dirait que c'est une mode d'essayer d'être entrepreneur à 20-25 ans. On essaye tellement d'être adulte trop vite, je pense. On voit ce que les adultes font, adultes de 40, 50, 60 ans, puis on veut faire tout trop vite encore une fois. Puis on consomme les réalisations, c'est niaiseux à dire, mais je veux me développer une entreprise à 22 ans. Voyons, tu sais, ça prend bien plus que ça, puis la plupart des gens échouent justement dû au fait qu'ils sont trop précipités dans leur projet. Dis très bien, consommation de réalisation. Regarde, un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui fait du cash, c'est quelqu'un qui est capable de faire prospérer un projet. Non seulement au niveau économique, au niveau financier, mais aussi au niveau personnel. Je veux dire, pour être entrepreneur, faut pas faire comme faut travailler sur mon projet 20 heures semaine. Non. C'est 60-70 heures semaine. Tu peux te faire un café au centre-ville. Oublie ça, t'as pas beaucoup de temps pour toi. Fait que tu t'y consacres corps et âme. Mais un entrepreneur, on en a de moins en moins. Beaucoup de gens veulent s'évader là-dessus parce qu'ils sont plus capables de supporter leurs employeurs. Je les comprends. À un certain niveau, je veux dire, de passer de job étudiante à carrière, de passer de carrière à autre chose, c'est très difficile. Mais il faut risquer. Un entrepreneur risque. Écoute, on peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, et le risque, c'est quelqu'un qui est gambler, comme dirait un autre. Outre d'être indépendant de fortune, ça serait d'être libre. Tu sais, c'est quoi être libre? Ben, d'être, comment dire, exempt de limites que je pourrais m'enlever. Tu sais, faire mon possible finalement pour réaliser ce que je veux bien faire. C'est oui, être indépendant de fortune, comme je l'ai dit, mais
de pas pouvoir dire « Ah, j'aurais dû. Ah, j'aurais dû. » Et ça, c'est grave, parce que t'arrives à 50, 60 ans, tu fais comme « Oh non, 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 j'aurais dû, j'aurais dû. » Mais à cause des conditions particulières, bon, t'as une famille, etc., t'as renoncé à certains projets. Je veux dire, c'est un projet, faire une famille. Moi, est-ce que je me vois faire une famille plus tard? J'en ai aucune sapristi d'idée. Je suis pas rendu là dans ma tête, mais pas du tout. Ah oui, je voudrais faire un petit placement de produit ici. Je pense à mon père aussi. Tu sais, quand on pense à réaliser des grandes choses. Mon père est le premier à m'en avoir parlé. D'ailleurs, il y a un blog qui s'appelle Réaliser de grandes choses, au nom de Louis Rasmussen, qui touche pas mal plus le spirituel, et bon, la quête de sens, tout ça. On a envie de philosophie des fois, puis pas besoin de cash pour ça. Écoute, mon père écrit, il fait juste ça écrire, puis moi, ça me décevait parce que je pouvais pas lire ses affaires, il écrit trop mal. Mais il écrit très bien, mais il écrit mal. Parce que, scripturalement parlant. Mais bref, il a pas mis une scène là-dedans, il a mis du temps. Tu sais, on dit souvent, oh, j'ai pas le temps. On devrait peut-être configurer notre esprit à dire, je prends le temps de. Ben lui, après le travail, il prend le temps d'écrire quelque chose, que ce soit méditatif, des réflexions un peu spirituelles, je m'en fous. Je veux dire, il se réalise là. Ben écoute, parlant de bobouille, puis de famille, puis d'être parent et tout, on pourrait tout tranquillement, tout bonnement aller vers la deuxième thématique qu'on s'était préparée, donc la culture familiale. J'appelle ça la culture familiale parce que moi, une fois par jour, je bug sur un mot. Puis aujourd'hui, c'est le mot culture. Donc le mot à l'ordre du jour, c'est culture. La culture familiale, la cellule familiale, la famille, depuis 50 à 60 ans, ça l'a énormément évolué. Bon, je ne sais pas si ça a évolué, là, mais ça l'a énormément changé. Fait que les différents thèmes qu'on peut aborder à l'intérieur de ce thème-là, bon, monogamie, le nombre d'enfants qui diminue drastiquement. Donc, comment a évolué la cellule familiale et comment on se représente la famille aujourd'hui? C'est beaucoup moins fusionné qu'avant. Donc, je te laisse te lancer là-dedans. En fait, vu que tu es parti prendre une petite pause, je vais enchaîner parce que moi, j'avais très hâte de parler de monogamie, pardon. La monogamie, c'est vraiment quelque chose qui se perd tranquillement. On dirait que les gens tentent de se convaincre qu'ils sont capables de tout faire tout seuls de plus en plus, même si ils le savent inconsciemment ou consciemment que vivre en couple, ça amène quelque chose, c'est enrichissant. Puis, justement, on dirait que de plus en plus, c'est l'individualisme qui parle, bien sûr, c'est l'individualisme qui se transpose là-dedans. Les gens veulent réussir tout seuls. C'est pas rare qu'on voit une mère ou une femme vouloir élever un enfant seul, rien vouloir savoir d'être en couple. Donc, le phénomène de succès personnel au niveau de la famille, ça se voit également. Donc, la monogamie perd un peu de son sens chez certaines personnes. On n'a plus besoin de trouver l'âme sœur. On n'a plus besoin de vivre à deux. On veut vivre seul. On veut accumuler les conquêtes. On veut se sentir puissant. On veut pas être limité par quelqu'un d'autre. Donc, c'est un discours qui est quand même fréquent. Puis, c'est un discours qui était moins populaire avant, bien sûr, c'était les traditions, bon, avec la religion catholique, c'était la famille traditionnelle, puis l'Église encourageait justement à se marier. Mais il y a plusieurs autres influences, là, c'est pas juste la religion catholique non plus. Mais est-ce que c'est une bonne chose à ce point-là d'être individualiste lorsqu'on parle justement de monogamie et de famille? Donc ça vient pas un peu détruire la vision familiale qu'on a? Ça vient pas un peu perturber le noyau familial, le sentiment de cohésion d'une famille? Je te lance ça, comme ça. Que penses-tu de la monogamie en termes de famille, pas nécessairement en termes de sexualité, là, mais en termes de famille et de vie passée là, en couple? Mon dernier statement, c'était très, très, très subjectif. Hein. C'est vraiment une opinion personnelle que j'ai. Donc, mes croyances,
mes valeurs déteignent énormément. Aujourd'hui, là, on va parler de famille. Je suis vraiment traditionnaliste à ce niveau-là. Fait que ça va déteindre sur mes opinions. Sachez que ce n'est pas objectif. Ce que je dis, c'est teinté de mes croyances et mes motivations. Donc, la vision monogame que j'ai de la cellule familiale, c'est personnel à moi, là. Fait que ça se peut très bien que les gens fassent comme Scadilou à Scaramouche-là. Moi, je te dirais que autant l'individualisme, qui est une option, qui est un critère, bon, individualisme ne veut pas dire égoïsme ici, là, je veux dire, tu l'as très bien dit, l'individualisme a remplacé un peu l'idée de la famille. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, c'est un continuum. Je pense que les individus, entre eux, bon, choisissent d'aller voir ailleurs aussi, mais en autant que ça se dise dans le couple, etc. Bon, les échangismes et tout ça, bon, il y a différentes particularités de sexualité qui sont beaucoup plus ouvertes qu'auparavant. Mais bon, est-ce qu'on peut être en couple seul avec une autre personne? Oui. C'est un choix individuel. Je te dirais, à sa simple expression, c'est du bon vouloir de tous et chacun. Mais la famille, est-ce qu'on compte aussi les amis? Oui. Moi, j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de stimulation sociale, absolument. Et ça me fait penser au film Into the Wild, qui est un jeune homme qui se débarrasse de tous ses avoirs financiers, il découpe sa carte de crédit, il donne tout son cash à Oxfam, puis bon, il part au Yukon, puis bon, ça tente un peu de déconstruire l'individu, j'ai trop d'individus, là. Mettons, l'animal social qu'on est ce qu'on peut vivre seul? Ou est-ce que finalement on est comme des insectes sociaux, on a besoin de l'autre pour se construire, on a besoin de la validation de l'autre. La famille n'étant pas seulement le Fils, le Père, le Saint-Esprit, la Mère, puis tout ça, c'est aussi les amis. On choisit aussi sa famille. Bon, on a parlé lors de la dernière émission, bon, notre famille, on a une culture, on est capable de s'exprimer facilement. Il y a tellement de sortes de familles. On parle pas juste de la famille nucléaire, la famille reconstituée, mais aussi de la famille choisie. Hein. On filtre notre entourage ou on la filtre pas. Hey, t'as pas pris en exemple Into the Wild, toi, là. C'est le film préféré à mon conjoint. On dirait que tu le lis dans nos têtes. Écoute, c'est très intéressant parce qu'on diverge un peu en opinion ici. Moi, j'établis qu'il y a quand même des conséquences à l'individualisme au niveau familial. Par contre, je suis d'accord avec toi là, que la famille, c'est beaucoup plus que la famille nucléaire. Par contre, depuis qu'on a cette volonté d'individualisme-là, on a de moins en moins d'enfants. Écoute, avant, c'était comme une moyenne de 4 enfants par famille, puis là, c'est rendu 1,5 enfants par famille. De plus en plus, les gens s'en contrefoutent de ne pas avoir d'enfants. Ils veulent pas nécessairement ça comme réalisation, puis je sais pas, c'est comme un petit peu pessimiste comme façon de voir les choses, mais je trouve ça plate. Je trouve ça dommage que avoir un enfant, c'est plus quelque chose de tant valorisé que ça. Bien sûr, il y a des naissances à profusion, mais elles sont pas vraiment égales au niveau mondial. Donc, mais je trouve ça, l'individualisme c'est une bonne chose, mais en même temps, c'est risqué. Pour moi, c'est risqué de mettre l'enfant sur autre chose puis de se dire que d'avoir un enfant, c'est plus grand chose dans le monde dans lequel on vit. Mais justement, est-ce que l'humain est un animal social? Est-ce qu'on est capable de s'isoler, de vivre seul? Comme tout à l'heure, quand on parlait de vivre pauvre, je crois que ça prend un état d'âme qui est particulier pour réussir à vivre seul. Et souvent, ceux qui veulent vivre seuls, c'est ceux qui sont heureux pauvres. Hein? C'est une forme particulière de personnalité, la personne qui est autosuffisante, mais pas financièrement. Donc, moi, ma personne me suffit. Je suis capable de vivre ça. Je suis capable d'aller dans le bois puis de passer ma vie là seule. C'est rare, par contre. Pour moi, là, c'est rare qu'on va avoir quelqu'un. Je pense vraiment que l'humain est fait pour vivre en société, puis que c'est très peu de personnes qui sont capables et atteignent le bonheur seul. Donc, ouais. Est-ce que ça serait parce que je suis un garçon puis toi tu es une fille qu'on a des divergences par rapport à la famille? Peut-être pas pantoute, peut-être que ça n'a pas rapport du tout en fait, mais on dirait que j'ai peur à procréer. C'est pas à cause que, bon, je suis bisexuel que je suis avec un homme depuis 8 ans, mais je sais pas si je suis rendu à cette... Je suis très pessimiste. J'imagine que de faire un enfant dans un monde où ce qu'on nous demande d'être d'autres personnes que nous-mêmes, qu'on doit afficher un masque,
je me dirais individualiste, mais pas au point à partir dans le bois. Écoute, je suis même pas capable de gosser une table. Comment tu veux que j'aille me faire un chalet? Il y a un autre film aussi, que c'est un film peut-être cucu, mais ça s'appelle Le Dernier Trappeur, The Last Trapper, avec Norman White. C'est un film, écoute, qui tourne au Yukon, puis c'est pas vraiment la même tangente qu'Into the Wild, mais le gars, il est avec sa femme autochtone qui est dans le nord, qui est avec ses chiens de traîneau. La soundtrack est extraordinaire. Écoute, ça m'émeut à chaque fois. Mais tabarnouche, le gars est un self-made, un self-made man. En tout cas, bref, le gars, il est capable de se gosser son chalet, puis aller pêcher sa truite, puis d'envoyer ses chiens, puis ouais. Je pense qu'on n'a pas nécessairement cette culture-là, mais je pense qu'elle s'apprend. La culture traditionnelle de la famille, oui, est éclatée. Mais il y en a encore. Il y a des gens mariés qui ont des enfants, puis que ça vit très bien. Comme d'autres, écoute, la plupart des ménages étant dans le divorce et la séparation, on trouve de plus en plus d'enfants ping-pong. C'est la mère, l'enfant chez la mère, l'enfant chez le père, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. La plupart de notre génération a connu ça. Quand même. Moi, mon idée s'articule je suis donc bien s'articule. Voyons, j'ai-tu de la misère à articuler? Je dois avoir une diverticulite. En tout cas, bref, s'articule autour de, finalement, un père puis une mère, puis ça s'en va comme ça, ou bien je décide moi-même de partir seul à l'aventure. Tu sais, je veux dire, à quel point on est rendu dans la vie pour vouloir un enfant de nous-mêmes avec la personne aimée? Bon, c'est une question qu'on se pose, puis bon, j'ai 25 ans, est-ce que je suis rendu là? Ben, mes parents, ils m'ont eu à 22, 23. C'est pourtant une génération X, sinon une génération Y. Eh mon Dieu, j'ai peur, je suis sceptique. Est-ce que c'est parce que je me trouve pas assez responsable pour avoir un enfant, ou est-ce que c'est parce que je veux être libre? Mais est-ce qu'on peut être libre aussi en ayant un enfant? Je pense que oui. Mais je sais pas. Hein? Quand on prêche par ignorance, comme je le fais souvent, c'est comme on a peur de l'inconnu. On a peur du sens éclaté. Est-ce que finalement, ça m'est gratifiant d'avoir un enfant? Oui. On entend souvent, moi je l'aime mon enfant, c'est une partie de moi-même, c'est une réalisation. Mais souvent, on entend souvent, comment les gérants d'estrade, comme des parents n'ayant pas réalisé leur vie, vont se défouler sur leur enfant. T'entends souvent le père qui crie à son petit joueur de hockey qui ramène à 5 heures du matin, puis qui pousse son agressivité en lui disant, j'ai vu ça du haut des estrades, là, Bantam 2B, je sais plus trop, là. C'était un match à l'époque. Il disait, tue-les, là, il a dit ça à son enfant. Mais voyons, mais on est rendu où, là? C'est pas une arme, ton enfant, là. Hey, t'as raison, mais ça, c'est tout un phénomène. Les gérants, les parents, ouais, gérants d'estrade, mais aussi les mères qui, ça, je trouve ça épouvantable, qui poupounent leur petite fille de 3 ans dans des concours de beauté puis des parades de mode, là, Mais oui, effectivement, mais encore là, ça rentre dans la consommation de réalisation, comme je disais tout à l'heure. Les jeunes mères, les restes d'adolescentes, là, 19-20 ans, là, qui sortent de l'adolescence puis qui se font engrosser, et qui disent « Ah ben, Chris, j'ai rien à faire dans la vie, moi, je vais avoir un bébé. » Ah, ça devait être le fun, ça. Ben oui, ça va être le fun, avoir un bébé, je vais faire ça, tu sais, pendant quelques temps, comme si c'était si facile que ça, et si... Écoute, c'est encore une fois une réalisation qu'on prend à la légère. Donc, on a des parents qui croient pouvoir exceller sans réaliser les conséquences que ça peut entraîner, sans réaliser la charge qu'un enfant représente. Parce que c'est pas une réalisation qui s'achève au bout de 2-3 ans. Là, on parle de 18 années où tu te donnes selfless, carrément, tu oublies ta personne et tu deviens quelqu'un d'autre. Mais en même temps, c'est ça, tu prends soin de quelqu'un d'autre, puis tu peux pas transposer tes propres aspirations chez ton enfant. Il faut que ton enfant demeure une entité quand même, là, comme tu disais, des parents qui tuent, tu sais. Puis j'aimerais revenir sur une chose que tu as dit un petit peu plus loin par en arrière. Tu parlais du fait que tu es un garçon puis que je suis une fille, puis que ça diffère nos visions de la famille. Bon, il y a aussi le fait que je suis très, très, très traditionnaliste. Mais tu sais aussi bien que moi que mes débats
se centrent, surtout mes débats sur le genre, se centrent tellement sur la biologie. Je crois en l'interaction du construit social, de l'environnement et de la biologie, donc la génétique, mais je mets beaucoup d'emphase sur l'inné. Donc les femmes et les hommes, pour moi, sont complètement différents. Tu as juste à rencontrer les gars puis les filles, tu vois bien que c'est différent, puis les gens tendent à vouloir effacer ces différences-là, mais oui, on est tous des êtres humains, oui, on partage tous des choses communes, mais Christy qu'on est différents. L'homme et la femme, notamment, c'est une des plus grandes différences au sein de la race humaine, c'est l'homme et la femme. Écoute, oui, on ressemble parfois, mais on se diffère souvent, on est souvent différents pour une multitude de raisons. Donc, oui, moi, je crois en la différence entre l'homme et la femme au niveau des croyances, des aspirations, des émotions, des traits de personnalité. Ce pourquoi on diverge probablement à ce niveau-là. Et je déplatérais pas mal, moi, quelle heure? 2h30, cher auditeur. 2h30. Ben, finir de manger. Moi, je pense pas que... Parce qu'on diffère sur l'idée que la femme et l'homme sont différents. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais ça pourrait très bien que la réalisation personnelle d'une femme peut passer davantage sur l'enfant susdit. Ça se dit-tu? En tout cas, avec les amis de filles que j'ai, qui ont des enfants, on dirait que tout passe par leurs enfants. Puis les amis pères, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ils parlent différemment de leurs enfants. Ouais, même la culture dans la conversation diverge. Elle m'écrit, ouais, on diverge sur avoir un enfant ou pas. Et non sur l'idée de la biologie femme-homme et la différence femme-homme. J'ai mal compris. Excusez-le. Erratum. Bloopers. Comment peut-on être clair à 2h34 du matin? Ça fait penser au personnage dans Les Grandes Gueules de Pierre-Éric Frégo. Il est 2h07 du matin et nous écoutons Joe Dassin, Trois Colombes, blablabla. Personnage tellement drôle avec aussi la radio communautaire de Pérus. On s'entend parler puis on fait câline des fois, on est tellement style radio communautaire, il y en a qui sont tellement plus organisés que nous. Écoutez, cette 4e émission est un premier jet. Ah, écoute, on va dire ça au moins 10 fois, hein? À la 33e émission, on va dire c'est un premier jet. Il va falloir m'amener jeter, d'avoir un autre jet. Bref, on va avoir des vidéos bientôt, on va... Hein? Il y a toujours moyen de moyenner. Ben ouais, on va avancer dans nos projets, là. On fait aller nos lemmings, mais pour l'instant, ça nous divertisse. Ça nous divertisse la nuit. On a bien du fun, nous autres, à faire ça, hein, dans le fond. On est self-centered au bout, puis il n'y a pas un chat qui écoute cette émission-là. Non, mais pour vrai, moi, je suis bien contente de faire ça, même si on était seul à s'écouter. Non, c'est très plaisant, et puis je sens que non seulement ça peut plaire à certains, mais ça nous aide, nous, à développer nos idées, à savoir se structurer de façon improvisée, parce que c'est bien ce qu'on fait, même s'il n'y a pas d'organisation, c'est très bien. Moi, j'ai toujours un petit bout de papier avant de commencer, puis je griffonne. Faut vous dire, chers auditeurs, qu'on a un briefing d'environ 15 à 30 secondes avant de commencer notre émission, et parfois on trouve le sujet sur le coup. Comme tout à l'heure, on s'est dit « Hey, parle-tu de ça? » On va parler de ça, let's go, puis on commence. Fait que très, 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 très belle improvisation, c'est un bel exercice. Oui, bel exercice. Hey, toi là, vente-nous pas trop. On est très bon. Wow, pas sûr de ça. Non, c'est pas vrai. Non, mais même si on serait 150, 0, ou on serait tout seul à nous écouter, écoutez, c'est comme un scrapbooking que t'attends Gilberte la porte à Noël puis qu'elle a parfumé, là. Elle est fière de monter ça, là. Tout le monde s'en calisse. Mais n'empêche qu'elle est fière de faire son scrapbooking. On est fiers de faire notre... Pardon. Mon Dieu. Notre émission, je me suis étouffé. Notre émission est essentiellement des conversations de deux gars de nuit. Pas deux gars. Deux guys, deux personnes. Do you assume my gender? Deux personnes non genrées qui parlent à la nuit de leur chef.
Je pense qu'on va mettre ça dans les bloopers. Mais regardez, juste l'émission de Janine Ross et... je sais plus Janine Ross, là, mais Pierre Mailloux, Dr Mailloux. Leur émission qui est diffusée sur YouTube, qui est extraordinaire, j'aime beaucoup. Il parle d'à peu près tout aussi. Puis bon, on s'entend qu'il y a une formation en psychiatrie, là, mais je veux dire... Il parle par rapport à son propre personnage, puis c'est beau, puis moi, regarde, je fais mon lavage en écoutant ça. Bon, on se transpose, on projette ce que l'autre va faire. Peut-être que l'autre va écouter ça attentivement en scrutant chacun de nos mots. Bon, je crois pas, mais bon. Hein? L'amusement est plus important que tout. Puis on parle. Hein? On est bon là-dedans, on fait ça. Maintenant, on va avoir quelque chose. Oui. OK, lorsqu'on est rendu à ce point, mes amis, c'est signe... C'est bien parce qu'on le sait quand l'émission prend fin. C'est quand on devient niaiseux, puis qu'on a l'air de deux tweets en train de se parler. Fait que oui, c'est déjà la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Et le mot de la fin pourrait être palourde, mais pour aujourd'hui, ça va être croton. Fait que on va se voir une prochaine fois, bien évidemment. Et c'était tout pour nous. Je vous remercie d'avoir écouté le blaireau et le corbeau. Et puis, à une prochaine fois. Au revoir et bon lavage.